Bonjour, je m'appelle Francis-Antoine Niquille. Je suis là aujourd'hui avec une de mes nombreuses casquettes, celle d'éditeur, donc éditeur aux éditions Montsalvance. Et je vais volontiers répondre à ces questions que je vais tirer au hasard, qui me sont posées par Arthur. De quel auteur suisse aimeriez-vous offrir un livre à un ami vivant à l'étranger? Ça, c'est la grande question. Il y a tellement d'auteurs suisses que j'aime beaucoup, en fait, et que j'ai découvert tout au long de ma carrière, je dirais, de lecteur, hein, parce qu'avant d'être éditeur, on a naturellement été lecteur. Et je pense que s'il y avait un livre que j'aimerais offrir aujourd'hui à un ami étranger qui vivait à l'étranger, lui offrir un livre qui représente vraiment la Suisse, qui représente ce que moi, personnellement, je trouve de très suisse, en fait, c'est un livre qui nous parle de notre patrimoine. Et le livre que je lui offrirais, c'est L'eau à la bouche de Pierre-Étienne Joye, qui raconte en 41 chapitres l'histoire de plats du terroir, tous revisités. C'est un petit bijou, et ce livre, sans vouloir me flatter, sans vouloir flatter les éditions Montsalvance, vient d'obtenir un prix littéraire lors du festival Salon du livre de montagne de Passy. Voilà, c'est un beau cadeau qu'on a déjà offert à beaucoup de gens en dehors de la Suisse, et je pense que ça serait vraiment quelque chose de magnifique à découvrir. Des images, du texte, et ensuite un livre très goûteux. Comment imaginez-vous la maison d'édition des années 2050? Voilà, 2050, c'est un peu loin. Si Dieu me prête vie, j'aurai 98 ans, 98 ans pour mes amis suisses. Et je pense que les maisons d'édition traditionnelles comme la nôtre, avec ce mix entre le numérique et le papier, ont un bel avenir devant eux. D'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle d'édition, les éditions Montsalvance ont été déjà à l'avant-garde, puisque nous avons publié, il y a 2 ans, un ouvrage qui s'intitule Fabuleux, dans lequel on peut, Fabuleux qui représente 40 fables de La Fontaine, qui ont été traduites en patois gruyérien, et ces 40 fables, on peut les écouter, les 40 avec un QR code. Nous avons engagé une quinzaine d'acteurs du monde du livre en Suisse romande pour publier ces ouvrages. Et je pense que l'avenir, c'est cette mixité, ce mélange entre le numérique et le papier. Que pensez-vous de cette citation? Un bon éditeur, c'est un éditeur qui médite, de Philippe Geluck. J'aime bien cette citation de Geluck. Cette citation de Geluck, elle va un petit peu dans le même sens que la citation que je cite parfois de Patrice Fellman, qui était un des créateurs, un des fondateurs de l'Office du livre à Fribourg. Quand il parle d'un livre épuisé, il dit que c'est un bon livre. Alors un petit peu dans cet esprit-là, je pense que la citation de Geluck, c'est exactement ça. Un bon éditeur, c'est un éditeur qui médite, et moi, je dois dire que je médite pas mal, et chaque fois que nous allons lancer un livre sur le marché, la grande question que je me pose, cette sorte de méditation intérieure, c'est de dire, mais finalement, combien vais-je tirer d'exemplaires? Quel sera le succès de ce livre? Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est tous au même point. On doit méditer. Est-ce que nous sommes un bon éditeur si nous méditons? Ça, c'est à voir. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Alors je le dis sans embâche, un métier que j'aurais pas aimé faire, c'est un métier où je devrais surveiller des gens, où je devrais contrôler les gens. Ça veut dire un métier de policier, un métier de gardien de prison, ou quelque chose de ce genre. Je suis vraiment un homme qui aime les gens, et je n'aurais pas voulu être un de ces personnages. Naturellement qu'on a besoin de gardiens de prison, on a besoin de policiers, mais ce n'est pas dans ma mentalité. Voilà. Quel est le livre que vous avez apporté? Alors naturellement,
Les éditions Montsalvance, c'est une maison d'édition qui est encore jeune, hein. Elle a été créée en 2016. J'ai créé cette maison d'édition en fait le 18 septembre 2016, 50 ans jour pour jour après un drame que j'avais vécu. Un drame que j'avais vécu puisque j'avais été un des protagonistes d'un drame qui s'est passé dans le lac de Montsalvance. Et à cette occasion, j'ai été sauvé des eaux. Et celui qui m'a sauvé la vie a perdu la sienne. Et son fils est resté également, est mort dans cet accident. Et j'ai voulu, 50 ans plus tard, en fait, faire revivre ce fanfouet qui m'avait sauvé la vie. Et pour le 5e anniversaire de notre maison d'édition, nous avons publié cet ouvrage, Raconte-moi Montsalvance, entre lac et montagne, en fait, avec une 50aine d'auteurs et d'autrices qui avaient participé à notre aventure, notamment à travers leurs ouvrages et naturellement à travers de nombreuses éditions de concours collectifs avec des nouvelles. Je vais vous lire d'ailleurs un extrait, en fait, le mot de l'éditeur qu'on trouve à l'aune de ce bouquin. À Clarisse, ma mère, qui m'a donné la vie, à Fanfouet, qui m'a sauvé la vie, à Pierrot, mon père, qui savait mettre les points sur les i. Racontons Montsalvance, entre lac et montagne, est un projet littéraire qui naquit à l'occasion des 5 ans des éditions Montsalvance en 2021, lesquels coïncidaient, cerise sur le gâteau, avec le centenaire de la création du lac de Montsalvance. L'idée était simple, lancer, avec ce titre pour viatique, un appel à texte, à dessin ou à photographie à toutes celles et ceux qui forment la grande famille Montsalvance, aussi bien sur la scène que dans les coulisses. Une famille qui a bien grandi depuis ce fameux dimanche 18 septembre 2016, avec aujourd'hui une 40aine de publications au catalogue. Chacun était invité à raconter son Montsalvance, réel ou imaginaire. Vous trouverez ainsi dans cet ouvrage, piloté par Manuela Ackermann-Repon, une enfant de Charmey, et l'éditeur que je suis, et introduit par une promenade historique d'un autre charmaisan, Jean Rime, un florilège de ce que fut, de ce qu'est et de ce que sera Montsalvance dans tous ses états, lacs, châteaux et maisons d'édition. Vous y entendrez une pluralité de voix singulières, vous y verrez autant de regards portés sur une région que nous aimons ou sur l'aventure culturelle qui nous anime. Merci à celles et ceux qui ont joué le jeu pour vous faire découvrir ce recueil collectif original. Merci également à toutes les mains qui ont fait, d'une manière ou d'une autre, les éditions Montsalvance. Elles et ils se reconnaîtront en découvrant les presque 300 pages qui suivent. La reconnaissance et le soutien de l'Office fédéral de la culture, tout comme ceux réguliers du service de la culture de l'État de Fribourg, sans oublier l'appui de la loterie romande, de nos membres adhérents, nos mécènes, nos marraines et parrains, et ils sont nombreux, nous encouragent à faire toujours rayonner la littérature gruyérienne au-delà des frontières cantonales. C'est ce que d'aucuns ont compris en nous attribuant le Swiss Label. C'est avec un principe qui nous tient à cœur. Ce livre, comme tous ceux que nous publions, est composé, imprimé et relié en Suisse. Merci enfin à celle qui m'accompagne depuis le début de cette belle aventure, mon épouse Betty. Elle mérite un grand coup de chapeau. Un chapeau à plumes, écriture oblige. Quelle est la ligne éditoriale des éditions Montsalvance? Alors, les éditions Montsalvance ont une ligne éditoriale qui est finalement assez simple. Il est important que les ouvrages que nous publions soient écrits par des auteurs qui vivent dans la francophonie, mais que l'histoire se passe ici en Suisse romande ou dans ces régions limitrophes. Ça, c'est la condition sine qua non pour que nous publions. Et parfois, il nous arrive que nous publions des ouvrages pour autant que l'auteur ou l'auteure ait un rapport émotionnel avec l'éditeur. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec un livre de Alain Teulier. Alain Teulier, qui est un auteur français. J'avais découvert son magnifique livre Stella Finzi. Et puis, quand j'ai découvert ce livre, je lui avais fait un petit message par WhatsApp ou par, je crois que c'était sur Messenger, en lui disant, écoutez, Alain, si une fois vous avez une histoire qui se passe en Suisse, je suis preneur. Et il m'a fait parvenir, en fait, un texte, et finalement, on a publié son livre. On a publié cet ouvrage qui a eu un certain succès, mais
pour nous, ça a été quand même une grande difficulté de publier un auteur qui n'est pas ici en Suisse, parce que la problématique dans le monde de l'édition, et tout le monde le sait, c'est qu'il faut quand même que l'auteur d'ouvrage soit proche de ses lecteurs. Et nous, malgré le fait que nous ayons cette sensibilité francophone, c'est très difficile pour un éditeur comme nous de pouvoir diffuser nos livres à l'étranger. Mais ça, c'est une autre question. Avez-vous une anecdote professionnelle à raconter? Anecdote professionnelle? Si ça vous intéresse, je peux vous raconter quel était le métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Quand j'avais 7-8 ans, puis qu'on me demandait, Francis, écoute, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Alors je répondais, chiffonnier. J'étais devenu en quelque sorte, quand j'étais gosse, après le petit chiffonnier, lorsque nous recueillions des vieux papiers, par exemple, pour la course des servants de messe, des enfants de chœur du village de Charmey où j'habitais. Et puis j'avais découvert cette passion, je trouvais que c'était assez extraordinaire, ramasser ces vieux papiers, c'est pour ça que ce métier de chiffonnier me passionnait. Ensuite, quand j'ai poursuivi mes études, j'avais commencé, je voulais devenir instituteur, j'ai fait l'école normale. Au bout de 2 ans, on a demandé à mon père de me retirer de l'école parce que je n'avais pas le profil pour devenir enseignant. J'avais une grande fibre pédagogique, mais je pense que je n'étais pas dans les normes fribourgeoises. Je ne dirais pas de voie étroite, mais à l'époque, c'était comme ça. Raison pour laquelle j'ai dû changer d'activité et je voulais devenir journaliste. Et là, mon père m'a décrété de façon péremptoire, écoute mon fils, journaliste, c'est un métier de crève la faim. Avait-il raison, avait-il tort, je n'en sais rien. Et puis j'ai toujours rêvé, en fait, de vivre du monde du livre. J'ai eu la chance d'être agent d'assurance pendant un demi-siècle, de ne pas connaître les horaires, d'avoir une grande liberté, de pouvoir travailler à mon rythme. Et puis j'ai créé une maison, une librairie papeterie dans les années 80 qui avait un certain succès. J'ai beaucoup aimé ce métier. Puis mon rêve, ça c'était mon rêve que j'avais depuis toujours, c'était de devenir un jour éditeur. Et ce rêve, j'ai pu le réaliser en fait à 64 ans. Voilà. J'avais plus d'activité professionnelle dans le niveau de l'assurance. Je cherchais vraiment quelque chose qui me passionnait. Et aujourd'hui, je dois dire que éditeur, c'est un métier. Hein. C'est un métier qu'on apprend quand même un petit peu sur le tas. Mais c'est très addictif. Moi qui étais addict de l'alcool, qui étais addict du tabac, j'ai arrêté l'alcool en 1995. J'ai beaucoup bu dans ma vie. Hein. Maintenant, je n'ai plus retouché une goutte d'alcool. Ça va bientôt faire 30 ans. Et j'en suis assez fier. Et j'ai arrêté également le tabac l'année où je me suis marié avec ma nouvelle épouse en 2002. J'avais 50 ans, c'était un cadeau de mariage. Donc je suis abstème aujourd'hui comme certains. Ni tabac, ni alcool. Mais j'ai une nouvelle addiction, c'est l'édition. Est-ce que trop de livres tuent le livre? Ah, ça c'est la grande question. Est-ce que trop de festivals de musique tuent les festivals de musique? Est-ce que trop de festivals ou de salons du livre tuent les festivals et les salons du livre? Est-ce que trop tue? Est-ce que trop tue? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pléthore de livres. On en a pour tous les goûts. Mais je suis convaincu qu'avec l'avènement d'Internet, ça a beaucoup changé la donne. Et c'est vrai que quand je rentre dans une librairie aujourd'hui, quand je rentre dans une bibliothèque, quand je vois le nombre de livres, je me pose la même question que quand j'entre dans une grande surface. Je me dis, mais qui c'est qui va acheter tout ça? Donc aujourd'hui, je pense que dire que trop de livres tue le livre, il y a un petit peu de juste tout de même. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Il y en a tellement hein, avec qui j'aimerais discuter au coin du feu. Ouais, je pense que parmi tous les écrivains que je connais, il y a quand même un gars finalement avec qui j'aimerais bien discuter ou rencontrer une fois. J'en ai rencontré quand même des écrivains fameux. Hein. J'ai fait moi-même un atelier d'écriture de 12 sessions avec Philippe Jean. Philippe Jean qui est quand même pas n'importe qui, hein, pas n'importe quel auteur. Je fréquente par relation et par amitié un gars comme Metin Arditi. Mais je pense qu'aujourd'hui, un gars que j'aimerais bien rencontrer,
au coin du feu. C'est Laurent Godet, qui a eu un prix Goncourt. Et je dois dire que son Goncourt, c'était j'ai oublié le titre maintenant, c'était un ouvrage magnifique. Le titre ne me revient pas. Mais Laurent Godet, ça m'intéresserait une fois de le rencontrer pour savoir où il va chercher un petit peu toute son inspiration. J'ai eu l'occasion le week-end dernier de passer de grands moments avec Pierre Assouline. Pierre Assouline qui est quand même également membre de l'Académie Goncourt. J'en ai beaucoup appris sur cette Académie Goncourt. Sur Pierre Assouline qui est quand même un éditorialiste, un écrivain, il a écrit beaucoup, c'est un biographe, etc. J'ai beaucoup appris et je pense que, voilà, ça c'est... Après, il y en a d'autres. Dans ceux qui ne sont plus là, bien sûr, que passer quelques heures avec un Rimbaud ou un Baudelaire, ça aurait pu être sympa, surtout dans mon autre vie d'avant. Quand j'étais bourré pratiquement tous les jours. Voilà. Avez-vous un rêve éditorial que vous aimeriez voir se réaliser? Alors, parmi mes rêves éditoriaux, j'en ai naturellement un qui fait partie quand même de ma vie, puisque pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, beaucoup le savent, j'ai commencé à écrire un roman en 1970, donc ça fait maintenant 54 ans. Il a souvent été annoncé pour être publié. Il s'intitule Le Murmure des Briques Rouges. Le Murmure des Briques Rouges, qui est une saga familiale sur plusieurs siècles, avec des personnages assez intéressants, avec des histoires pas piquées des vers. Il y a vraiment de tout pour faire un livre que les gens devraient s'arracher le jour qu'il sera sorti. Là, je suis un petit peu... ma femme me dit toujours, sois un petit peu plus humble, un petit peu plus modeste, mais je pense que mon rêve, ce rêve éditorial se réalisera. Peut-être l'année prochaine. Si votre maison d'édition brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Ah, ça, c'est la fameuse question piège qu'on nous pose régulièrement dans ce genre de questionnaire. Ma maison d'édition, c'est quelque chose un petit peu quand même de virtuel, puisqu'aujourd'hui, ma maison d'édition, c'est l'éditeur en fait. Le jour où l'éditeur disparaît, est-ce que la maison d'édition se poursuit? Le jour où cette maison d'édition allait brûler, c'est peut-être une métaphore dont on parle ici, mais je pense que je devrais sauver en fait toutes les collections que nous avons réalisées jusqu'à maintenant. Ça veut dire maintenant, aujourd'hui, c'est une 70aine de livres que j'emporterai avec moi pour les sauver un petit peu comme à l'époque on essayait de conserver les livres dans le fameux film Fahrenheit 451. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais disons, sauvons ce qu'on peut sauver. Si une maison brûle, une maison d'édition, ça reste pour moi quelque chose quand même d'assez virtuel, c'est pas quelque chose de physique. Alors, quelles sont les collections que votre maison d'édition a proposées et propose encore à ses lecteurs? Voilà, alors en fait, dans les collections, c'est pas compliqué, on avait la collection classique dès le départ, c'était la collection Terroir et Patrimoine, et puis la collection des romans historiques, ou romans policiers historiques. Et puis finalement, au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait un créneau intéressant, c'était des histoires de chez nous écrites par des gens d'ici. Raison pour laquelle on a décidé de lancer la collection Polar des Terroirs. Et je dois dire que cette collection Polar des Terroirs, elle a un immense succès, puisqu'aujourd'hui, on en a publié 17. 17, donc ça veut dire qu'on a certains auteurs qu'on a déjà écrit 5, voire d'autres 4, et puis les nouveaux auteurs. Une deuxième collection qui vient de sortir de presse ces derniers jours, c'est la collection Lac Noir. Lac Noir, c'est la petite sœur, en fait, de la collection Vanille Noire, qui s'intitule Lac Noir. Pourquoi? Parce que les couvertures sont un peu différentes. Ce sont des thrillers helvétiques où on a vraiment dedans plus de suspense qu'une enquête policière. Donc aujourd'hui, nos deux chevaux de bataille, je dois reconnaître, parce c'est ce qui plaît quand même au public, ce sont la collection Vanille Noire Polar des Terroirs et la collection thriller helvétique. À cela s'ajoutent naturellement de temps en temps des magnifiques essais, des essais qui sont vraiment
de très très haut niveau, souvent écrits par Jean Rime, autour de la bande dessinée, autour d'un Monsieur Courbet des Boulogne-Fribourg, ça vaut la peine qu'on en parle. Et j'aimerais simplement aussi relever là, pour conclure, que notre succès est aussi dû non seulement à nos écrivains, mais à nos illustrateurs. Et la collection Vanille Noire Polar des Terroirs, ainsi que la collection Lac Noir, les 19 couvertures ont été réalisées par Pascal Bernasconi, de Saxon, qui mérite, elle aussi, un grand coup de chapeau. Voilà. Les gens lisent-ils moins qu'il y a quelques années? Alors ça, c'est quand même une question intéressante. Je viens de découvrir, en fait, sur la toile, des statistiques qui disent que les gens qui lisent le plus sont les Suisses. Les Suisses, 80% des Suisses lisent. Alors maintenant, est-ce que les gens lisent moins ou plus? Ça, c'est difficile à dire. Je pense que la façon de lire a changé. Aujourd'hui, on ne lit plus comme on lisait il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans. Il y a 20, 30 ou 40 ans, déjà, le livre, il n'était pas accessible à tout un chacun. Moi, je me souviens, dans les années, quand j'étais jeune, adolescent, moi, j'avais eu la chance, en fait, quand j'étais à l'école normale à Fribourg, on nous avait proposé d'ouvrir un compte courant à la librairie Saint-Augustin, qui se trouve à la rue de Lausanne, où on pouvait aller acheter des livres, normalement pour les étudiants en classe. Et puis moi, j'avais trouvé le filon intéressant pour me constituer une bibliothèque. Et j'ai constitué ma bibliothèque en achetant toutes les semaines 1 ou 2 bouquins dans cette librairie. Puis mon père, il recevait la facture tous les mois, puis il me disait, mais c'est quand même pas possible, tout ce qu'il vous demande de lire à l'école. Puis je disais, mais oui, papa, on nous demande de lire ça. Puis en fait, c'était pour ma propre bibliothèque. Et aujourd'hui, chez moi à la maison, j'ai gardé un espace avec tous ces livres que j'avais achetés à l'époque. J'aimais beaucoup cette lecture. J'ai lu, comme la plupart des ados, on était à l'internat, on lisait les livres avec la lampe de poche, sous les draps, la nuit. J'ai lu, à l'époque, c'était Guy Descartes, c'était Bob Moran, c'était voilà, tous ces auteurs de notre jeunesse. Mais je pense que... Et puis, en fait... j'ai eu la chance aussi de vivre dans un environnement où ma mère lisait beaucoup, mon père aussi. On lisait aussi les journaux. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens lisent tout autant, mais de façon différente. On lit les livres qu'on achète en librairie, on lit sur des liseuses, on lit sur son smartphone. Voilà, il y a tellement d'endroits. Moi, quand je vois le monde qu'il y a dans les bibliothèques, je crois que le livre n'est pas mort et on a vraiment... Le lectorat est un peu différent, mais les gens lisent toujours autant qu'avant. C'est quoi pour vous le métier d'éditeur? Alors ça, c'est un métier de passion. Et puis, je pense que pour faire le métier d'éditeur, il faut avoir un peu un grain de folie. Et moi, c'est ce qui m'anime aussi. Je pense, on me dit souvent, mes fans, écoute, parce qu'on me dit, t'es un petit peu fou. Qu'est-ce que tu t'embarques dans un projet d'une maison d'édition à 64 ballets, alors que tu pourrais voyager, t'amuser, t'éclater? Mais moi, je fais partie, en fait, de ces... Je suis un pluriactif. Aujourd'hui, on appelle ça un slasher, je crois, hein, où, en fait, j'ai besoin d'avoir plusieurs activités différentes. Je suis, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs casquettes. Je suis donc éditeur aux éditions Montsalvance. J'organise des compétitions de Scrabble. J'ai organisé 3 championnats du monde ces dernières années. Je m'apprête à préparer un projet pour les championnats du monde de 2027. J'ai été dans les créateurs des Amis Suisses de Tintin. Je suis actif également dans la plateforme fribourgeoise, donc la fêtière du livre fribourgeois qui s'appelle Free-Livre, où là, je m'occupe maintenant du marketing et puis du secrétariat et puis de la communication. Je suis également président du conseil de fondation du musée de Charmey, où j'essaye d'apporter un plus autour du livre dans ce musée. On vient de faire une exposition extraordinaire autour de la poétesse et écrivaine fribourgeoise Éléonore Niquille, un livre que nous avons publié qui s'appelle Porphyre. Éléonore Niquille qui est décédée en 1957. On a découvert dans les archives de la Bibliothèque nationale de Berne un ouvrage qui n'avait jamais été publié et on l'a édité l'année dernière. Donc ça fait aussi partie de mes activités. J'aime bien en fait, j'aime bien les synergies. Donc un musée avec une sensibilité autour du livre me plaît beaucoup. Le musée de Charmey, son créneau, c'est le paper art, comme on l'appelle. Et je pense que ça c'est également lié au livre. Je suis également pas rédacteur en chef, directeur de la publication L'Écritoire, qui est actuellement en stand-by, mais on va essayer de la ressusciter un petit peu. C'est pas facile de lancer une revue littéraire. Arthur en sait quelque chose.
Et nous avons lancé cette revue il y a maintenant quelques années. Voilà. On est en train de se tâter pour savoir si on ne veut pas la thématiser comme certaines revues, parce que une revue aujourd'hui, dans le monde du livre, il y en a beaucoup aussi. Est-ce que trop de revues tuent les revues? C'est aussi une question qu'on peut se poser. En tout cas, éditeur, c'est un métier fantastique. Un regret, c'est de ne pas avoir commencé 25 ans plus tôt. C'est extraordinaire, c'était la dernière question.